tout le monde. Je suis Monsieur Gillette. Donc l'intitulé du cours d'aujourd'hui c'est l'ostéomyélite aiguë de l'enfant. Ça c'est le plan du travail. Donc on commencera par une définition généralité. Il faut savoir que l'ostéomyélite est une infection de l'os par voie hématogène suite à une bactériémie ou bien une septicémie. Le plus souvent, elle est due au staphylocoque doré. Donc le staphylocoque doré est le germe le plus souvent retrouvé, mais on peut trouver d'autres germes. Donc elle est rare dans les pays développés, mais elle représente chez nous un véritable problème de santé publique car elle entraîne un handicap moteur. Donc c'est un véritable fléau. L'ostéomyélite est souvent vue au stade de catastrophe orthopédique, fonctionnelle et cutanée. Les causes sont multiples, surtout on ne connaît pas cette affection, donc c'est la méconnaissance de l'affection et des fois il y a une notion de traumatisme et on pense à tort que c'est le traumatisme qui est responsable de la douleur et on s'égare du diagnostic. La radio est souvent normale au début et c'est une radio qui rassure à tort. Son diagnostic doit être précoce et le traitement doit être pris immédiatement et correctement pour éviter le passage à la chronicité. Il ne faut pas attendre de compléter le bilan, de faire un bilan biologique et d'entamer le traitement. Dès qu'on pense à l'ostéomyélite, il faut entamer directement le schéma thérapeutique. Pour l'étiologie, il faut savoir que l'ostéomyélite aiguë, elle touche l'enfant jeune en pleine croissance et elle va du nourrisson et l'enfant entre 8 ans et 12 ans. On retrouve souvent une porte d'entrée comme une lésion cutanée, une angine. Souvent cette porte d'entrée est minime suite à laquelle se produit une bactériémie ou une septicémie. Il s'ensuit après une atteinte des tissus osseux et surtout les métaphyses longues qui sont atteintes à 90% des cas. Il faut savoir que on dit que l'ostéomyélite est près du genou, loin du coude, mais on peut la trouver à n'importe quel segment osseux. Donc la vascularisation ou bien l'aspect anatomique, donc avant un an, les capillaires perforent la plaque de la croissance et entraînent une propagation articulaire. Et entre 1 an et 16 ans, il n'y a pas de communication entre l'épiphyse et la métaphyse. Donc la plaque conjugale, donc elle protège l'épiphyse, ou bien elle protège. Donc les modifications se font en fonction de l'âge, du réseau vasculaire en région métaphysaire, ce qui permet d'expliquer les différentes formes cliniques. Pour la physiopathologie, la fixation se fait par le système réticulo-endothélial. Il se produit une thrombose, un caillou qui va boucher les artères métaphysaires. Et lorsque les artères métaphysaires sont thrombosées, la seule irrigation possible de la métaphyse est assurée par les artères périostées. Donc, donc les conséquences de cette irrigation ou bien de cette thrombose expliquent l'anatomie pathologie et les diverses possibilités évolutives du traitement. Voilà un schéma. Sur la gauche, on voit les artères périostées et les artères métaphysaires. Et sur le schéma de droite, on voit cette lacune grisâtre qui représente le thrombus ou bien la thrombose vasculaire. Au début, si le périoste reste bien collé et les artères périostées vont pouvoir continuer le rapport sanguin et les antibiotiques vont pouvoir atteindre le tissu osseux. Par contre, si la survenue de sérosité d'abord, depuis ensuite, vient décoller le périoste, ça entraîne ce qu'on appelle un abcès sous-périosté. À ce moment-là, les artères périostées vont être arrachées et la métaphyse n'est plus irriguée.
tant qu'il y aura cet abcès. Elle risque de se séquestrer et elle n'est plus accessible évidemment aux antibiotiques par voie générale. Et le seul traitement, c'est d'aller chercher cet abcès et de l'inciser et l'évacuer. Donc voilà le rôle favorisant du traumatisme. Un traumatisme des fois bénin. Dans les jours qui précèdent l'épisode infectieux, il y aura un important réseau veineux qui peut se thromboser et une infection quelconque venant d'ailleurs peut se développer. Pour le chapitre anatomopathologie, pour la localisation, comme on l'a dit, c'est les os longs à 90%, donc fémur, tibia, humérus, et c'est une prémétaphysaire, c'est-à-dire près des régions juxta-épiphysaires. Voilà, chez l'enfant, c'est surtout la région du genou, la hanche et l'épaule. Pour l'adulte, c'est surtout le fémur, rachis et le pied. Pour les lésions de l'ostéomyélite récente, c'est-à-dire ça c'est l'anapathe pour une lésion d'ostéomyélite récente, le foyer du début, le siège est en règle corticale avec des lésions qui sont conjectives. C'est congestif, c'est-à-dire il y a de l'œdème et ces lésions conjectives sont perméables aux antibiotiques. Et l'extension du foyer se développe par les canaux de Haber's et elle aboutit d'abord à un abcès sur périostée et à ce moment-là, au contraire aux lésions conjectives qui sont perméables aux antibiotiques, l'abcès ne permet pas la pénétration des antibiotiques. Ensuite, l'évolution se fait vers la diaphyse et les parties molles. Concernant le chapitre diagnostic, et on a pris comme type de description l'ostéomyélite de l'extrémité inférieure du fémur du grand enfant. Donc il faut savoir que le début est brutal. D'un seul coup, le malade a très mal. Il s'installe un syndrome infectieux lié à la bactériémie, avec une fièvre de 39-40, frisson, parfois agitation et délire. Et cette douleur, qui est brutale, elle est caractéristique, comme je l'ai dit, par sa brutalité, son intensité extrême. C'est une douleur continue. Il n'y a pas de période d'accalmie. Elle est atroce et elle est exacerbée par le moindre mouvement. Dès que l'enfant bouge, la douleur s'accentue, entraînant une impotence fonctionnelle qui est absolue et elle entraîne une insomnie. L'enfant ne peut pas dormir. Et le siège, comme on a dit, c'est la partie basse de la cuisse du moment qu'on a pris le type de description l'extrémité inférieure du fémur et elle est unilatérale. C'est-à-dire le membre atteint, il n'y a pas une atteinte des deux parties, des deux fémurs, ou bien des deux cuisses. Et à l'examen clinique, il doit être doux et minutieux. La règle devant un enfant fébrile est de palper les métaphyses. Chaque fois qu'un enfant est venu, il vient à la consultation pour une fièvre, une impotence fonctionnelle, et il faut toujours palper les métaphyses à la recherche d'une douleur qui est à l'origine d'une ostéomyélite au stade de début. Donc pour l'inspection, le membre inférieur est en position demi-fléchie, en position antalgique. Fait important, c'est-à-dire que le genou est normal. On peut faire les mouvements du genou. Parce que si elle est normale, ça veut dire que ce n'est pas une ostéomyélite, c'est une arthrite du genou. L'arthrite du genou, l'examen n'est pas normal, le genou. Par contre, l'ostéomyélite, le genou est normal. Et la palpation, vérifier l'intégrité articulaire que je vous ai dit ça. La présence ou pas d'adénopathie inguinale, qui sont réactionnelles ces adénopathies, témoignant d'une infection. Et signe fondamental, la douleur provoquée typique qui est métaphysaire, segmentaire, circulaire, unilatérale et isolée. L'examen complet recherche une porte d'entrée. Il faut rechercher un furoncle, un panari, une rhinopharyngite, une plaie. Et les examens complémentaires. Les examens complémentaires, surtout la NFS, qui montre une hyperleucocytose à polynucléaire neutrophile, et la CRP, qui augmente précocement dès la 6e heure. Peut être normale dans 20% des cas.
Et la VS, elle augmente mais plus tardivement que la CRP. Sa normalisation est plus lente. Et l'humoculture en cas de pic fébrile et de frisson, et la recherche de glucosurie et d'albuminurie dans les urines. Pour la radio standard de face et de profil du fémur, au stade de début, la radio peut être normale. Ou bien on trouve un flou au niveau des parties molles qui sont adjacents à la métaphyse. À la phase d'état, il faut chercher une apposition de fil lamelle osseuse à la corticale, ce qu'on appelle la réaction périostée. Plus tard, stade tardif, les lacunes, on peut trouver des lacunes métaphysaires, des irrégularités des corticales et des séquestres osseux. Séquestre osseux, ça veut dire que c'est un os qui n'est pas vascularisé, c'est un os qui est mort. Voilà, on note cet aspect au niveau métaphysaire à droite qui montre cette lacune. Ça, c'est l'échographie qui montre un abcès collecté et qui peut nous guider pour faire une ponction de cet abcès. Il y a la scintigraphie osseuse n'est réalisée que s'il existe un doute diagnostique. Donc il faut savoir qu'en cas de scintigraphie, l'hyperfixation qu'elle révèle, si elle n'est pas spécifique, il n'y a pas de différence entre une infection, une tumeur ou autre pathologie inflammatoire. Trouve sa valeur dans sa précocité, c'est-à-dire on ne peut pas faire la différence quand elle fixe sur l'os, on ne peut pas faire la différence, s'agit-il d'une ostéomyélite ou bien d'une tumeur ou bien d'une autre pathologie infectieuse. Pour l'évolution, donc il faut aller vite, donc il faut mettre le malade sous traitement antibiotique en urgence, il ne faut pas attendre les résultats du bilan. Dès qu'on suspecte une ostéomyélite, il faut la traiter en urgence et elle sera suivie, surtout ce traitement sera suivi par la courbe de température, les formules répétées, les hémocultures, l'AVS et les examens locaux cliniques et radiologiques. Donc cette évolution peut être favorable, Vu au début, l'ostéomyélite vue à un stade de début est traitée en urgence, généralement l'évolution est favorable. L'hyperthermie diminue en quelques heures et la douleur disparaît en quelques jours et le bilan biologique diminue de façon significative, surtout la CRP ainsi que la polynucléose. Le bilan du 10e jour montre une cuisse qui est sèche et indolore. Au bout de 10 jours de traitement, il faut que la cuisse soit sèche, froide et indolore. Et la normalisation des chiffres biologiques. La palpation de l'os est normale. Et les clichés radiologiques restent négatifs, c'est-à-dire le bilan reste tout à fait normal. Il faut savoir que le traitement, même si le cliché est normal et le bilan est redevenu normal, le traitement ne sera jamais arrêté avant la 3e semaine et la surveillance doit être prolongée jusqu'à la reprise de la marche et même après. Maintenant, il y a une amélioration clinique et biologique, mais signes radiologiques, mais apparition de signes radiologiques. Maintenant, il faut prolonger le traitement et continuer la surveillance. Pour les formes défavorables, à ce moment-là, l'extension des lésions se fait vers la chronicité et la zone incriminée va rester douloureuse.
Et la radiographie va montrer des signes d'ostéolyse avec des séquelles. Et la VS va encore augmenter, la cuisse va être épaissie, la peau luisante, douleur vive, et c'est grâce à l'incision de l'abcès que l'évolution est souvent favorable. On passe au chapitre forme clinique. Nous avons ostéomyélite du nourrisson. Elle est très particulière car très grave, avec un pronostic redoutable pour l'épiphyse incriminée. On a l'ostéomyélite subaiguë. Le début est insidieux, la symptomatologie est fruste, il y a peu de cils locaux, l'évolution est bénigne et le bilan biologique il est peu perturbé et la radio montre une lacune épiphysaire bien circonscrite. Et l'ostéomyélite chronique, c'est l'évolution naturelle d'une ostéomyélite non traitée. En cas de suppuration chronique, on note une surinfection. Il y a l'ostéomyélite abcès de Brody. C'est une lacune intra-osseuse métaphysaire ou métaphyso-épiphysaire bordée par une zone de sclérose osseuse. Il y a des formes qui sont apatardies ou bien masquées par les antibiotiques. Il y a certaines formes particulières comme des malades atteints de drépanocytose ou malades hospitalisés en réanimation. Et c'est des malades qui développent des ostéomyélites à localisation multiple. Le diagnostic différentiel. Le diagnostic doit être précoce et la douleur provoquée doit le rendre très Donc, comme je vous ai dit, le diagnostic différentiel, le diagnostic doit être précoce et la douleur provoquée doit le rendre très probable pour imposer le traitement d'urgence. L'existence d'une douleur de fracture sans fracture signe l'ostéomyélite. Il ne faut pas confondre une ostéomyélite aiguë avec tuberculose ostéo-articulaire. Avec une lymphangite aiguë, un rhumatisme articulaire aigu dans sa forme monoarticulaire. Le rhumatisme articulaire, la douleur est mobile, c'est-à-dire on la trouve au niveau du genou, au niveau de la cheville droite, ensuite la cheville gauche, ensuite le genou, donc elle est mobile. Par contre, elle est monoarticulaire dans certaines formes. L'arthrite aiguë à germes banaux. Concernant le chapitre de traitement, c'est une urgence thérapeutique. Il y a deux volets, le traitement antibiotique et l'immobilisation plâtrée. Pourquoi on fait l'immobilisation plâtrée? Pour éviter la pullulation microbienne, pour éviter la diffusion de l'infection. Donc il faut donner des antibiotiques bien adaptés à large spectre par voie intraveineuse. Et comme je vous ai dit, la date de l'arrêt du traitement est très difficile à fixer. Celui-ci ne sera jamais inférieur à 3 semaines et doit être poursuivi tant que les anomalies biologiques et radiologiques persistent. L'immobilisation plâtrée à visée antalgique et pour éviter également la pullulation microbienne et nécessite une surveillance quotidienne du foyer et cette surveillance doit être clinique et radiologique. Comme conclusion, toute douleur osseuse fébrile chez l'enfant proche du genou, loin du coude, est une ostéomyélite aiguë jusqu'à preuve du contraire.
l'ostéomyélite dépistée et traitée le plus précocement afin d'éviter des séquelles lourdes sur le plan fonctionnel. Et je vous remercie.